Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. On raconte que lors d'une de ces réunions, Hitler a demandé qu'on lui apporte une poule. Il l'a attrapée fort d'une main pendant qu'il la déplumait avec l'autre. Se débattant de douleur, la poule a voulu fuir, mais elle n'a pas pu car l'étreinte était au-dessus de ses forces. Après avoir complètement déplumé l'infortunée poule, Hitler a ramassé toutes les plumes en disant à ses collaborateurs « Maintenant, regardez bien ce qui va se passer ». Hitler a lâché la poule sur le sol et s'est éloigné d'elle. Il a pris une poignée de grains de blé et a commencé à marcher dans la pièce en jetant les grains de blé au sol derrière lui. Ses collaborateurs hantés ont vu que la poule, bien qu'effrayée et saignant, suivait avec douleur mais docilement son bourreau pour ramasser quelques miettes qu'Hitler laissait tomber derrière lui en tournant dans la pièce. S'adressant alors à ses acolytes surpris, Hitler leur dit « Ainsi, vous venez de voir de quelle manière on gouverne facilement les peureux, les lâches ou les faibles. Vous avez vu comment la poule m'a suivi malgré la douleur que je lui ai causée. Je lui ai tout pris, les plumes et la dignité, mais elle me suit quand même en quête de remoulage. Ainsi, la plupart des gens en quête de quelques miettes suivent leurs gouvernants et politiciens malgré les mensonges, les promesses non tenues et la peine que ceux-ci leur infligent en leur ôtant la santé, l'éducation et la dignité. Le peuple suit toujours celui qui lui donne des miettes. Gérald Coton. Bonjour le monde. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, content de vous accueillir une fois de plus à cette nouvelle édition de votre émission Lumière sur le monde. Au fait, ça devient la vôtre puisque vous l'avez adoptée
Et je suis tellement content que de plus en plus de gens découvrent l'émission Lumière sur le monde et fassent de la dite émission un rendez-vous hebdomadaire. Donc, continuez à partager nos vidéos, continuez à partager, n'est-ce pas, nos audios pour que de plus en plus de gens fassent partie de ce que j'appelle la famille Lumière sur le monde. Vous avez entendu le texte du début, je vous dirai tout à l'heure ce que je vais en faire, mais pour l'instant, je vous livre, selon mes habitudes, le sujet du jour. Quelqu'un m'a écrit il y a quelques semaines pour me dire « Docteur Fils-Aimé, vous êtes sympathique à la spiritualité vaudou, vous le dites partout » et j'ai dit oui. Mais il me dit « Dans un contexte du démarrage d'Haïti, dans le contexte du développement d'Haïti, en quoi le vaudou peut-il être utile ?» Je vais reprendre. S'il faut parler désormais de développement d'Haïti, est-ce que la spiritualité vaudou peut être utile à l'Haïtien? Et donc, c'est le sujet du jour. En quoi la spiritualité vaudou peut être utile à l'Haïtien dans un contexte de démarrage, dans un contexte de développement d'Haïti? Encore une fois, je précise, il ne s'agit pas de convertir qui que ce soit au vaudou en demandant à mes auditeurs de devenir vaudouisants. Je ne suis pas vaudouisant. Je demeure, n'est-ce pas, un Haïtien vaudou. Le vaudou est en moi. Je suis un scientifique qui constate les potentialités de la spiritualité vaudou dans un contexte éventuel du développement d'Haïti. Donc, c'est le sujet. Est-ce que le vaudou peut être utile dans le cadre du développement d'Haïti? La table est mise. Je vous veux éveiller pour vous y aider. Je vous invite donc à vous faire une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café. À tout à l'heure. Il faut constamment soulever les va-nu-pieds contre les gens à chaussures et mettre les gens à chaussures en état de s'entre-déchirer les uns les autres. C'est la seule façon pour nous d'avoir une prédominance continue sur ce pays de nègres, Haïti, qui a conquis son indépendance par les armes. 1804-2024, ça fait 220 l'année depuis ancêtres nous ont pris l'indépendance. Ce qui est un mauvais exemple pour les 28 millions de Noirs d'Amérique. Dessalines, c'est mon homme. C'est lui qui a fait de moi celui qui peut regarder le soleil en face. 220 ans, crise sous crise, Haïti en dégrabat. En pile, compatriotes perdu l'espoir, mais il y a moun toujours. Vous pensez que la fin va sortir dans sa nouille là, Michel Soukar? Depuis Haïtien décide de sortir, n'a pas sorti. Qui ça nous pas fait qui fait arriver dans l'état ça? Écoutez bien le mot conscience, c'est ce qui nous manque aujourd'hui, les amis. Qui ça nous doit faire pour nous changer destin pays pour l'histoire pas juger? On peut prendre état de légitime défense parce que pas personne mon avec, c'est normal pour le défendre tête li. Et c'est là où je vais vous dire qu'il nous faut rééditer le 18 novembre 1803. Et moi, le peuple a décidé. Parler de Haïti, un mouvement pour faire diaspora, parler dans une seule voix, a invité une chita, un grand monde responsable pour discuter honnêtement sur la situation pays et chercher une solution réelle. In order to deal with this, we're going to have to do three things. We're going to have to be resilient individuals, resilient citizens, and resilient leaders. Rendez-vous cassé, week-end 4 octobre là, dans Tampa, Florida, pour 2 jours rassemblement. Après workshop, conférence débat, performance artistique, manger, danser, dans tête ensemble pour une belle Haïti. Conférencier, Dr. Flore Lindor La Tortue, professeur Michel Soukar, Dr. Jean Fils-Aimé et lieutenant général Russell Honoré. Modérateur Wendell Théodore. Activité à clôturer avec Bello dans un gala qui a servi repas à 3 plats. Week-end 4 octobre là. Rendez-vous c'est dans Tampa, Florida, dans l'hôtel Hilton Tampa Airport West Shore, 2225 North Louis Avenue. Pour plus d'informations, relez dans 813 327 96 38 ou sinon visitez palemdehaïti.com. Pas de cacher l'ombre là. C'est ou bon là ou bon pas là. Point.
Voilà, juste avant la pause, je vous avais lu un texte qui est au fait une parabole, qui est une illustration d'une vérité profonde qu'on appelle dans les sciences sociales, qu'on appelle dans les sciences humaines un paradigme. Qu'est-ce que c'est qu'un paradigme? Un paradigme, c'est le cadre dans lequel chaque individu, chaque communauté, chaque groupe humain, chaque pays, chaque nation, mettez-en, donc c'est le cadre à l'intérieur duquel on accède au réel, parce que il est établi que mon réel n'est pas votre réel n'est pas le mien, le réel de telle communauté n'est pas le réel de telle autre communauté, donc on agit à l'intérieur d'un cadre qu'on appelle paradigme. Donc un paradigme, c'est le cadre à l'intérieur duquel j'accède au réel, et ce cadre, il est influencé par mon expérience, mon éducation, mes blessures, mon contexte sociologique, etc., etc. Aujourd'hui, justement, dans les sciences humaines, dans les sciences sociales, on réalise que certains pays fonctionnent à l'intérieur d'un cadre colonial, c'est-à-dire d'un paradigme qui a été défini depuis les temps de la colonie, si bien que même si on parle de décolonisation au niveau physique, au niveau politique, le paradigme de la pensée continue d'être un paradigme colonial. Voilà pourquoi j'ai amené ce texte-là pour que vous puissiez saisir ce qu'on entend par paradigme. Et là, il s'agit encore une fois d'une parabole. Est-ce que cela s'est vraiment passé? Ce n'est pas important. De quoi s'agit-il dans le texte que je vous ai lu? Il s'agit, n'est-ce pas, d'un tortionnaire du nom d'Hitler qui a saisi une poule d'une main, qui la déplume de l'autre main jusqu'au sang et qui la lâche sur le sol et qui décide, n'est-ce pas, de contrôler cette poule en laissant tomber sur le sol quelques grains de blé, quelques grains de maïs. Et on constate que dans sa peur, la poule est restée dépendante de son oppresseur, la poule est restée dépendante, n'est-ce pas, de son tortionnaire, si bien qu'elle suit ce tortionnaire en quête d'un grain de maïs, en quête d'un grain de blé. La poule ne le sait pas, elle s'imagine qu'elle est libre puisque elle bouge par elle-même. La poule ne se rend pas compte qu'elle agit à l'intérieur d'un paradigme, mais Hitler, lui, l'oppresseur ici, Hitler, lui, le tortionnaire ici, il sait qu'il contrôle la poule, même si la poule se croit être libre, parce que il lui donne à manger en la gardant dépendante de lui. Et il ajoute, l'auteur de cette parabole, c'est ainsi qu'on dirige un peuple, c'est ainsi qu'on dirige une communauté, parce que le peuple ou la communauté suit toujours la personne qui lui donne un grain de blé ou des miettes. C'est ce qu'on appelle le paradigme colonial. Alors on va appliquer ça au domaine des humains. Qu'est-ce que la colonisation? La colonisation, c'est un ensemble de comportements à l'intérieur duquel des peuples plus forts, du moins c'est ce qu'ils disent, décident de se saisir des ressources d'autres peuples, d'autres communautés. Ces peuples soi-disant forts se saisissent de la personne de ces autres peuples que eux considèrent, n'est-ce pas, comme plus faibles, et par une série de mécanismes, l'éducation, comme on l'a vu, l'éducation religieuse, la scolarisation, mais surtout la peur, ces peuples forts continuent à dominer ces peuples faibles, même lorsqu'ils se croient libres. C'est ce qu'on appelle le paradigme colonial. Et si vous regardez bien, regardez le comportement des anciens peuples colonisés, que ce soit le peuple haïtien d'où je suis issu, ou bien les peuples africains
d'où sont issus mes ancêtres. La plupart d'entre ces gens-là, qui constituent ces peuples-là, continuent de fonctionner à l'intérieur de ces paradigmes coloniaux. Qu'est-ce qui caractérise un paradigme colonial? Je vais vous citer quelques traits caractéristiques de ces paradigmes coloniaux. Premier trait caractéristique d'un paradigme colonial, c'est qu'il existe plusieurs races. Scientifiquement, c'est faux. Il y a moins de 1% dans le bagage génétique d'un blanc qui le distingue d'un noir. Donc, il n'y a pas plusieurs races, il n'y a qu'une race qui s'appelle la race humaine. Mais pour le maintien du paradigme colonial, il a fallu procéder à une fiction scientifique. C'est une fiction scientifique qui consiste à dire il y a plusieurs races. Moi, quand j'étais jeune, à l'école, on m'apprenait qu'il y avait la race blanche. Regardez l'ordre dans lequel on nous présentait les choses à l'école, chez les frères de l'instruction chrétienne. La race blanche, donc les caucasiens, la race jaune, les asiatiques, la race rouge, les amérindiens et la race noire. La nomenclature ici est importante parce que c'est le deuxième pilier du paradigme colonial. Non seulement y a-t-il plusieurs races, mais il y a une hiérarchie dans les races. Ça aussi, c'est une fiction. Il n'y a pas plusieurs races. Et puisqu'il n'y a pas plusieurs races, on ne peut pas dire que telle race est supérieure à une autre race. Mais pour que la colonisation ait pu exister, il fallait procéder à des justifications de cette injustice qui consiste à exploiter d'autres peuples par des peuples soi-disant forts. Donc il y a plusieurs races et les races sont hiérarchisées. Blanc, jaune, rouge, noir. Et vous notez que les noirs sont toujours au bas de cette pyramide. Troisième présupposé du paradigme colonial. Puisque la race blanche est supérieure à la race jaune, et que la race jaune est supérieure à la race rouge, et que la race rouge est supérieure à la race noire, eh bien, ce qu'il faut imiter comme modèle, ce sont les blancs. Et tout ce que fait le blanc est supérieur. Et ceux qui se trouvent en bas de la race blanche, pour leur bonheur, sont condamnés à imiter ce que fait la race blanche. Exemple, les arts de la race blanche sont censés être supérieurs aux arts des autres peuples. Moi, quand j'étais jeune, vous saviez comment on appelait l'art africain? On appelait ça l'art primitif. Imaginez, donc il y a des arts plus avancés. Ça, c'est l'art des peuples européens. Ça, ce sont les arts des peuples caucasiens. Mais, vous savez, ce que font les peuples noirs, jusqu'à quel point peut-on considérer cela comme de l'art? On ne sait pas. Mais en tout cas, s'il faut quand même utiliser le mot art, on va appeler ça les arts primitifs. Bon. À un moment donné, c'était tellement gênant, entre autres pour les Français qui ont, si vous voulez, pillé les arts, n'est-ce pas, du continent africain, qui ont volé, et on se souvient de ce qu'a fait Bonaparte, de ce qu'ont fait Bonaparte et ses troupes lorsqu'ils sont entrés en Égypte, et Jacques Chirac, qui a voulu être moins, si vous voulez, moins cynique, il a lutté pour qu'on cesse d'utiliser le mot art primitif pour parler de l'art des Africains. Il a proposé qu'on parle plutôt de art premier. Entre primitif et premier, si vous faites le latin, vous réalisez que c'est le même mot. Mais sauf que, étant donné que le mot primitif était plutôt péjoratif, lui, Jacques Chirac, il a proposé un mot plus mélioratif, en tout cas moins négatif, en disant les arts premiers. On est toujours dans le modèle colonial. Puisque dans le modèle colonial, il y a certains peuples qui sont supérieurs, donc ce que font ces peuples-là doivent être proposés en modèle aux autres peuples. C'est ainsi que non seulement les arts de ces peuples supérieurs, soi-disant, dans le modèle colonial, doivent être supérieurs aux arts des autres peuples, mais les langues que parlent ces peuples supérieurs, ce sont de vraies langues. Tandis que les langues que parlent les autres peuples sont des patois. Moi, quand j'étais jeune,
le créole n'était pas considéré comme une langue. On appelait ça un patois. Et incidemment, je veux régler un malentendu. Ceux qui disent, ah oui, mais écoutez, il critique Molien qui veut transformer les Haïtiens en français, il parle français. Soyons clairs, n'oublions pas le contexte de l'émission. Cette émission que vous suivez en ce moment est réalisée pour une radio commerciale française du Canada, au Québec. Et les stations de radio commerciales du Canada et du Québec sont régies par un organisme indépendant qu'on appelle le CRTC. Et puisque la langue officielle du Québec est le français, le CRTC décide que, à l'intérieur de telle fourchette d'heures, toutes les émissions qui sont diffusées sur les stations commerciales francophones doivent être diffusées en français. Je n'ai pas de complexe à parler le créole comme s'il était supérieur au français, comme si moi j'étais plus fier à parler français que le créole. Donc, l'émission que vous suivez, elle s'inscrit dans un contexte précis qui est une émission de radio dans une station commerciale francophone au Québec, et notre station de radio CPAM est régie par le CRTC qui m'impose le français. Donc, ceci étant dit, revenons à nos moutons. Donc, dans le paradigme colonial, ce que fait la race supérieure est considéré comme supérieur, cela va sans dire. Donc, les arts des Européens sont considérés comme étant supérieurs. Les langues européennes sont considérées comme des langues, tandis que les langues africaines sont considérées comme, ou les dérivés de ces langues-là, ou les langues qui sont nées dans les colonies sont considérées comme des patois. La musique, la musique des colons est considérée comme étant de la vraie musique. Mais ce que font les peuples colonisés sont considérés comme du bruit barbare. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces Africains? Qu'est-ce qu'ils font, ces Antillais? Qu'est-ce qu'ils font, ces Haïtiens? Ce n'est pas de la musique, c'est du bruit. Leur science aussi, ça c'est intéressant ce que je veux dire. Ça c'est très intéressant. Dans le modèle colonial, l'ancien colon, qui demeure un colon, définit ce qu'est la science. Il dit, pour que quelque chose soit considéré comme une science, je dois l'approuver. Et voici en fonction de quels critères quelque chose sera considéré comme scientifique. Et toute autre pratique qui n'entre pas dans ce cadre-là que moi je vais considérer comme scientifique est de la fausse science. Et là, je vais m'arrêter un tout petit peu. Dans les sciences humaines, dans les sciences sociales, il y a un terme que vous devez retenir. Ça s'appelle épistémicide. C'est un mot qui a été inventé par un sociologue portugais du nom de Boaventura de Sousa Santos en 1994. Retenez bien ce terme, épistémicide, E accent aigu, P-I-S-T-I-M-I-C-I-D-E. Donc, dans épistémicide, vous avez deux mots. Vous avez le mot épistémè, en grec, qui signifie science, connaissance, savoir. Et vous avez le suffixe cide. À chaque fois que vous voyez le mot cide dans un mot en français, pensez à quelque chose qui a été tué, à quelque chose qui a été assassiné, comme dans pesticides. Qu'est-ce qu'on fait avec des pesticides? Eh bien, les pesticides, ce sont des substances qui servent à tuer, n'est-ce pas, des insectes sur nos plantes, etc. Donc, le mot épistémicide dans les sciences sociales et dans les sciences humaines, écoutez-moi bien, c'est un processus par lequel les anciens peuples coloniaux, les anciens colons, tuent les savoirs des anciens peuples colonisés. N'oublions pas mon sujet là. Je ne vous ai pas perdu. Mon sujet c'est, est-ce que le vaudou peut être utile dans la perspective du développement d'Haïti? Je semble m'éloigner du sujet, mais si vous me connaissez depuis un certain temps, vous allez voir que, en réalité, je suis en train de placer mes pions, je suis en train de construire une méthode pour que vous saisissiez ce à quoi je veux vous conduire vers la fin de l'émission. Donc,
Ce que Boaventura de Sousa Santos nous enseigne par le terme épistémicide, c'est qu'il nous rappelle, il nous sensibilise sur le fait que les peuples européens se sont donnés pour habitude, se sont donnés pour ethos, se sont donnés pour comportement de tuer tous les savoirs qui ne viennent pas d'eux, pour pouvoir faire la promotion des savoirs qu'eux-mêmes ont reconnus comme savoir, en sorte que pour eux, ces colons-là, en dehors de l'Europe, en dehors de l'Occident, il n'y a pas eu de savoir, il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le Monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez. Où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le Monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le Monde est en podcast. C'est faux, effectivement. D'abord, c'est pas l'Europe le plus vieux continent. Le vieux continent, c'est l'Afrique. Et il y a quelque chose de prétentieux chez les anciens colons, chez les Européens, qui consiste à croire que c'est eux qui doivent décider de ce qui est le savoir, c'est eux qui doivent décider de ce qu'est la science, et qu'en dehors d'eux, il n'y a que de fausses sciences. On continue avec les piliers du paradigme colonial. Donc, dans le paradigme colonial, il y a des races, il y a une hiérarchisation des races, et ce sont les races supérieures. La race supérieure, en l'occurrence, c'est les Blancs qui décident de ce qui est beau, qui décident de ce qui est une langue, qui décident de ce qui est de la musique, qui décident de ce qui est une science, et ce sont ces colons-là qui décident de ce qui est une spiritualité. Vous allez le noter. Toute spiritualité qui n'est pas la spiritualité occidentale, donc la spiritualité judéo-chrétienne, est considérée comme superstition. D'ailleurs, les plusieurs siècles qu'ont duré les croisades, n'est-ce pas? Eh bien, les croisades sont nées de cette prétention, de ce préjugé. Il y a une autre spiritualité qu'on appelle l'islam et qui, n'est-ce pas, vit aujourd'hui sur le territoire où a vécu Jésus. Nous ne pouvons pas permettre que des païens, que des musulmans occupent une terre sainte où Jésus est né. Nous allons leur faire la guerre au nom de Dieu. Le slogan des croisades, c'était « Deo lo volte », Dieu le veut. Tuons-les parce qu'ils n'ont pas notre spiritualité. Mais ce comportement-là n'a pas changé. Parce que dans l'esprit de l'occidental, dans l'esprit de l'européen, à l'intérieur du paradigme colonial, toute spiritualité qui n'est pas notre spiritualité est considérée comme soit du paganisme, soit des diableries, soit des idolâtries, soit des superstitions. Et dernière caractéristique importante du paradigme colonial, et je voudrais que vous prêtiez attention à ce que je vais dire. Puisqu'il n'y a que nous qui puissions déterminer, qui puissions décider de ce qui est bon, de ce qui est beau, de ce qui est vrai, de ce qui est juste, aussi longtemps que c'est vous qui l'avez, il est laid, il est faux, il est juste, enfin il est injuste, il relève de la fausse science, mais quand finalement moi, je décide de l'accueillir, ce qui était faux devient vrai, ce qui était laid devient beau, ce qui était, n'est-ce pas, injuste devient juste. Et là, on va commencer à se dire les vraies affaires. Le paradigme colonial est un paradigme de vol. Et je voudrais qu'on se le rappelle. L'occidental ne crée pas grand-chose, il vole. L'occidental n'invente pas grand-chose, il l'accapare. Et
avant qu'il ne l'accapare, ce que tu as toi est considéré comme mauvais. Et si tu acceptes, n'est-ce pas, que ce que tu as est mauvais, tu le lui donnes et tout à coup, ce que tu lui donnes devient bien. J'aime pas faire ça dans mes émissions, mais je vais prendre un exemple personnel. Et là, vous allez comprendre mon sujet. Il y a 5 ou 6 ans, j'ai reçu un appel d'une secrétaire de l'une des plus grandes compagnies de jeux électroniques au monde. Je n'en dirai pas plus puisque je suis encore lié par le secret de la confidentialité. Monsieur Fils-Aimé, le PDG aimerait vous rencontrer à son bureau au centre-ville de Montréal. Tenez, à quel honneur, on vous le dira. Voilà. Bon, j'arrive. À ce bureau du centre-ville, le PDG m'accueille avec la plus grande hospitalité. Et sur son bureau, il y avait ma thèse de doctorat que j'ai écrite et soutenue en 2003 sur le vaudou. Il y avait tous les livres que j'ai écrits sur le vaudou. Le PDG me dit, « Monsieur Fils-Aimé, nous sommes en train de monter un jeu sur le vaudou et on veut vous engager, vous, comme consultant, et un autre expert du nom de Wade Davis. » Vous avez déjà entendu parler du livre Le Serpent et l'Arc-en-Ciel qui a donné le film très populaire sur Hollywood, Le Serpent et l'Arc-en-Ciel. Donc Wade Davis, c'est un Canadien qui est né en Colombie-Britannique, mais qui a fait ses études à Harvard, qui a enseigné à Harvard, qui a enseigné à l'université McGill. Et ce Wade Davis, c'est quelqu'un en qui l'université McGill a investi beaucoup d'argent pour qu'il comprenne de l'intérieur ce qu'est le vaudou. Et cette compagnie occidentale spécialisée dans des jeux électroniques m'invite et me propose un contrat extrêmement alléchant. Ils étaient prêts à mettre le paquet pourvu que je leur dise tout ce que je sais sur le vaudou et que je les aide à comprendre ce qu'est le vaudou. Et le temps de le dire, j'avais un contrat d'une 20aine de pages qui m'explique mon travail, qui me dit à quel point je suis lié par la confidentialité et que je ne dois jamais révéler, n'est-ce pas, la nature de ce travail, ni leur nom, ce que je fais là. Bien sûr que j'étais flatté parce que ça prouve que mes travaux sont connus, ma thèse était devant le mec, mes livres sur le vaudou étaient écrits. Sauf qu'en laissant son bureau, je me suis dit, tel est prix qu'il croyait prendre. Jusque-là, les Occidentaux ont toujours dit que le vaudou ne sert à rien, c'est un ensemble de superstitions, c'est un ensemble, n'est-ce pas, d'un ramassis de pratiques idolâtres. Voilà une compagnie qui investit, qui veut investir beaucoup d'argent en 2 experts, Wade Davis et moi, pour qu'on leur explique ce qu'est le vaudou. Et là, j'étais là et je faisais silence, suivant un petit peu les tactiques de communication. Et j'oublierai jamais ce que mon collègue consultant a dit, Wade Davis. Il a dit, contrairement à ce que vous voyez dans des films, le film en question, c'est lui qui l'a écrit, le film. Le vaudou est une science. Sauf que c'est une science dans laquelle 1 + 1 ne font pas 2. 1 + 1 peuvent faire 10, 20, 30, dépendamment de l'univers alterne dans lequel le vaudouisant se trouve. Est-ce que vous entendez ça? On raconte aux Haïtiens que ce sont des superstitions, des diableries qui ne servent à rien. Et voilà que là, une compagnie investit en nous comme consultants pour qu'on leur explique à quoi ça peut servir. Et Wade Davis, dans sa première intervention, a dit au PDG de ce jeu-là, le vaudou est une science, sauf que c'est pas comme une science occidentale dans laquelle 1 + 1 font 2. C'est une science dans laquelle 1 + 1 peuvent faire 10, 15 ou 20, dépendamment de l'univers alterne dans lequel se trouve le vaudouisant. Là, je viens de lâcher une bombe, je suis conscient. On va prendre une pause. « 1804-2024, ça fait 220 l'année depuis ancêtres nous ont pris l'indépendance. 220 ans crise sous crise, Haïti en dégrabat. En pile compatriotes perdu l'espoir, mais gen moun toujours.
Qui ça nous pas fait qui fait arriver dans l'état ça? Qui ça nous doit faire pour changer destin pays pour l'histoire pas juger? Parler de Haïti, un mouvement pour faire diaspora parler dans une seule voix, a invité une chita en grand monde responsable pour discuter honnêtement sur la situation pays et chercher une solution réelle. Rendez-vous cassé, week-end 4 octobre là, dans Tampa, Florida, pour 2 jours rassemblement. Après workshop, conférence débat, performance artistique, manger, danser, dans tête ensemble pour une belle Haïti. Conférencier, Dr. Flor Lindor La Tortue, professeur Michel Soukar, Dr. Jean Fils-Aimé et lieutenant général Russell Honoré. Modérateur Wendell Théodore. Activité à clôturer avec Bello dans un gala qui a servi repas à 3 plats. Week-end 4 octobre. Rendez-vous c'est dans Tampa, Florida, dans l'hôtel Hilton Tampa Airport West Shore, 2225 North Louis Avenue. Pour plus d'informations, il est dans 813 327 96 38 ou sinon visitez palemdehaiti.com. Pas de cacher l'ombre là. C'est ou bon là ou bon pas là. Point. Nous devons arrêter de fonctionner à l'intérieur du cadre défini par le colon. Il faut faire ce qu'on appelle, n'est-ce pas, une pratique post-coloniale. Nous devons avoir notre propre paradigme de vérité. Nous devons, n'est-ce pas, faire la promotion de notre propre spiritualité, faire la promotion de nos propres identités et rejeter les critères de vérité, le régime de vérité, comme on l'appelle dans les sciences sociales, dans les sciences humaines, qui nous a été imposé par le colon, par le paradigme colonial. Alors, puisqu'on a vu ce qui caractérisait le paradigme colonial et que je l'ai rejeté, je vous invite à le rejeter vous aussi, posons-nous la question de l'utilité de la spiritualité vaudou dans le contexte du développement haïtien. Mais d'abord, démystifions le mot développement. Qu'est-ce qu'on entend par développement? Quoi qu'on dise du mot développement, on va se rallier autour de ce contenu-là que je vais vous proposer. Que ce soit en sociologie ou en économie ou bien, n'est-ce pas, en sciences politiques, une communauté développée ou un pays développé, c'est un pays qui est en mesure de produire de la richesse en vue de l'amélioration du niveau de vie de sa population, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de la santé, etc. Donc, quand on dit développement, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire une communauté qui est en mesure de produire, de créer de la richesse, une communauté qui est en mesure de produire un savoir en vue de l'amélioration du niveau de vie de sa population. Et on va tenir compte, n'est-ce pas, d'un certain nombre de points comme l'économie, d'un certain nombre de points comme l'éducation. On va tenir compte, n'est-ce pas, d'un certain nombre de facteurs comme la santé pour dire est-ce que telle communauté, tel peuple, telle nation est un peuple ou une communauté développée. Et dans ce sens-là, la question demeure, en quoi le vaudou peut être utile si on veut travailler au développement d'Haïti? Eh bien, je vais vous soumettre comme ça quelques éléments. Notez d'abord que il n'y a pas de développement qui s'exporte. Tout développement doit être endogène. On ne peut pas importer en Haïti les notions de développement des Américains. On ne peut pas importer en Haïti les notions de développement, n'est-ce pas, des Français, la notion de développement, par exemple, des Allemands. Toute notion de développement doit se développer à l'intérieur d'un contexte qu'on appelle un contexte endogène. Et là, si on parle de contexte endogène, les experts le disent, je réfère ici à la thèse de doctorat d'un compatriote Roselor François qui a dit que le développement d'Haïti doit se faire à l'intérieur d'au moins de ces deux paramètres-là, à l'intérieur du créole qui est sa langue et à l'intérieur de la spiritualité vaudou qui est sa vision du monde, sa Weltanschauung. On ne peut pas développer une communauté en la faisant sortir de sa vision du monde. Or, comme Haïtiens, notre vision du monde est teintée de vaudou. C'est à l'intérieur de cela qu'il faut concevoir le développement. Maintenant, dans une perspective de développement,
que pourrait faire le vaudou? Bon Dieu, beaucoup de choses. Imaginez toute cette connaissance des plantes haïtiennes. Imaginez tout ce bagage de connaissances des plantes tropicales. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne se contente pas de parler de pharmacie, on ne se contente pas de parler de pharmacologie, on parle de pharmaconosie. Ça veut dire d'une connaissance des vertus médicinales des plantes. L'Occident, lui, va ajouter des produits chimiques, n'est-ce pas, pour industrialiser des remèdes et nous connaissons, n'est-ce pas, les effets secondaires nocifs des remèdes que nous proposent, n'est-ce pas, les pharmacies occidentales. Mais le vaudou, c'est d'abord une pharmacopée. Le vaudou, c'est une connaissance des valeurs médicamenteuses des plantes. Imaginez seulement, si un gouvernement haïtien avait suffisamment de lucidité, avait suffisamment de clairvoyance pour intégrer, n'est-ce pas, cette connaissance de la pharmacopée tropicale dans un plan de développement d'Haïti. Eh bien, pour une population soi-disant pauvre, qui n'a pas accès à des hôpitaux, qui n'a pas accès à des médecins et qui donc n'a pas accès à des pharmacies au sens occidental du terme, si on intégrait dans une perspective de développement d'Haïti la connaissance, n'est-ce pas, que la connaissance des plantes que recèlent les vaudouisants haïtiens, n'est-ce pas, non seulement on serait plus avancé, mais écoutez-moi bien, le vaudou pourrait être producteur de savoir. Une fois, quelqu'un m'a lancé ce défi en me disant, mais Jean, ok, je comprends que le vaudou puisse être une spiritualité, mais dans la perspective d'un développement, est-ce que le vaudou peut être producteur de savoir? Bien sûr que le vaudou peut être producteur de savoir. Vous savez, aujourd'hui, on parle de plus en plus de physique quantique. Certaines découvertes, certaines données de la physique quantique viennent remettre en question littéralement la physique classique. Parce que aujourd'hui, on parle, n'est-ce pas, d'univers alterne. Aujourd'hui, la physique quantique dit qu'on peut être à plusieurs endroits en même temps. Waouh! Dans le cadre de la physique classique, on n'aurait jamais cru cela possible. Donc la physique quantique nous dit que oui, non seulement y a-t-il des univers alternes, mais on peut être présent à plusieurs univers en même temps. J'ai un vieil ami, très savant, très érudit, médecin, professeur de médecine, spécialiste en néphrologie, qui a écrit un excellent livre et qui a pour titre « The Voodoo Quantum Leap ». Je traduis, le saut quantique du vaudou, quantique au sens de physique quantique. Et dans à peu près 400 pages, l'auteur, Reginald Crossley, qui est médecin, néphrologue, professeur de médecine et aussi, n'est-ce pas, très érudit en matière de sens de physique quantique, écrit, et son livre a été applaudi par les critiques, que beaucoup de notions que la physique quantique des Occidentaux est en train de nous faire découvrir, ces notions-là sont sues depuis toujours par nos ancêtres les vaudouisants. Le fait qu'un même objet, qu'un même individu peut être présent en plusieurs endroits en même temps. Le fait qu'il n'y a pas qu'un univers, mais qu'il y a des multivers, qu'il y a des univers alternes, ce sont des notions que le vaudouisant, n'est-ce pas, maîtrise et qu'il intègre à sa vision du monde. Si nous les Haïtiens, si nous les Africains, nous cessions d'évoluer à l'intérieur du paradigme colonial, si nous faisions l'effort de sortir de ce paradigme-là pour évoluer dans un paradigme qui est nôtre, nous verrions que le vaudou, non seulement est une spiritualité, mais comme le dit Wade Davis, c'est une science. C'est une science qui maîtrise beaucoup de notions que les Occidentaux sont en train de découvrir. Et là, je vais vous choquer encore. Encore une fois, si vous continuez à penser à l'intérieur du paradigme colonial, ce que je vais vous dire va vous étonner. Mais si vous faites l'effort mental de sortir un tout petit peu de ce paradigme colonial pour penser dans un autre paradigme, on va l'appeler un paradigme post-colonial, ce que je vais vous dire là
va moins vous choquer. Les scientifiques sont de plus en plus convaincus que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, mais qu'il y a d'autres êtres, probablement plus avancés, mais sûrement plus avancés, qui habitent dans d'autres univers, sur d'autres plans, dans d'autres planètes, beaucoup plus avancés que nous. Mais ça, le vaudou le sait. Non seulement le vaudou le sait, mais le vaudouisant, n'est-ce pas, certains d'entre eux sont en mesure d'entrer en contact avec ces êtres plus avancés qui vivent sur d'autres plans. Ah, mais là, je vous vois scandalisé. Voyons donc. Si la NASA avait la capacité d'entrer en contact, effectivement, avec ces êtres qui vivent sur d'autres plans, dans d'autres univers, est-ce que vous et moi aurions l'autorité de qualifier les pratiques de la NASA de superstitieuses? Est-ce que vous et moi aurions l'autorité de remettre en question cela en disant « mais non, c'est de la foutaise » et pourtant, vous et moi comme Haïtiens, vous et moi comme Africains, savons que ces choses-là existent. Et l'Occidental investit beaucoup d'argent dans des chercheurs comme Wade Davis, dans des universités comme McGill, pour comprendre, n'est-ce pas, comment des Africains qu'on a considérés comme barbares, comment des descendants africains qu'on a considérés comme sauvages, arrivent à entrer en contact avec des êtres plus avancés qui vivent sur d'autres planètes. Jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de le faire, ils considèrent cela comme, ah, vous savez, Jean-Fils Aimé, il est en train de divaguer, qu'est-ce qu'il raconte? Il perd son statut scientifique. Je me fous de ce que vous pensez. Parce que vous voulez m'obliger à avoir un titre à l'intérieur de votre paradigme colonial. Donc il y a d'autres paradigmes, d'autres régimes de vérité que l'occidental ne connaît pas, mais qui n'en demeurent pas moins solides. Et le vaudou peut être producteur de savoir, dans le sens que le vaudouisant a accès à des savoirs, à des savoir-faire, à un savoir-être que l'occidental ne connaît pas encore, mais que nos ancêtres ont toujours connu. J'ai un ami qui vient de terminer un livre que j'ai le plaisir de préfacer, un livre qui va paraître à l'automne prochain. Et ce livre-là est consacré à toute la question des sociétés secrètes en Haïti. Mon ami s'appelle Fouchard Justinville. Il m'a donné la permission de citer son nom et de parler de son livre à venir. C'est un petit bijou. Lorsqu'il sortira, je vous en parlerai, je vous le présenterai, mais moi, je l'ai déjà lu. Et ce monsieur, qui n'a rien à m'envier en termes de savoir, en termes de solidité, raconte dans son livre l'expérience que voici. C'est un membre des sociétés secrètes, vous savez, les fameuses sociétés secrètes mystiques haïtiennes dont tout le monde a peur et qui nous ont tellement été utiles dans notre histoire. Les Makanda, les Bizango, les Champouel, les Blenguindeng, les Obop, les sociétés des Convrés, pour ne citer que ces sociétés-là. Et une fois, mon ami devait monter en grade à l'intérieur de l'une de ces sociétés mystiques. Et là, ils avaient pris rendez-vous au palais. Et lui, c'était la première fois qu'il allait vivre cette expérience. Quand on lui a dit palais, il pensait au palais national. Et ceux qui connaissaient ça ont ri. Non, ils ont pris rendez-vous à une certaine heure nocturne devant un certain arbre dans une certaine ville que je ne nommerai pas, et à l'heure dite, l'arbre en question, me dit-il, Jean, fut transformé en un palais. Il ne croit pas qu'il existe quelque chose d'aussi splendide, quelque chose d'aussi beau. Et il ajoute, vous voyez les soucoupes volantes là, qu'on nous présente dans des films, eh bien, les soucoupes que moi j'ai vues sont infiniment plus belles. Et on a vu des êtres qui sont arrivés d'autres univers, mais d'une beauté extraordinaire, d'une science tellement avancée qu'aujourd'hui encore, je ne peux pas tout décrire de ce que j'ai vu dans ces soucoupes-là, dans ce palais-là. Et là, on a peur de ça. Je vous pose la question, si les Anglais, si les Américains, si les Français, si les Italiens, mettez-en, tous ces peuples-là qu'on considère comme des peuples développés, s'ils avaient ce savoir-là,
s'ils connaissaient les rituels, s'ils avaient les formules pour entrer en contact avec ces êtres qui vivent sur d'autres plans, dans d'autres univers, pensez-vous que nous pourrions qualifier leurs pratiques de superstitieuses? Voyons donc. Ces pratiques-là seront considérées comme superstitieuses jusqu'à ce que les Occidentaux les maîtrisent, et une fois qu'ils auront maîtrisé ces notions-là, ils vont les utiliser pour continuer à nous dominer. Alors, le vaudou, dans une perspective de développement, peut produire ce type de savoir-là. Imaginez les milliards de dollars que les Américains investissent à tenter de construire des machines qui passent d'une planète à une autre pour aller chercher d'autres êtres avec qui on pourrait entrer en communication. Eh bien, les vaudouisants, ils ont ce savoir-là, tenez. Est-ce qu'on va être complexé pour dire « Ah mais c'est de la diablerie, c'est des pratiques démoniaques ». Allons donc. Il faut constamment soulever les va-nu-pieds contre les gens à chaussures et mettre les gens à chaussures en état de s'entre-déchirer les uns les autres. C'est la seule façon pour nous d'avoir une prédominance continue sur ce pays de nègres, Haïti, qui a conquis son indépendance par les armes. 1804-2024, ça fait 220 l'année depuis les ancêtres nous ont pris l'indépendance. Ce qui est un mauvais exemple pour les 28 millions de Noirs d'Amérique. Dessalines, c'est mon homme. C'est lui qui a fait de moi celui qui peut regarder le soleil en face. 220 ans, crise sous crise, Haïti en dégrabat. En pile, compatriotes perdu l'espoir, mais il y a moun toujours. Vous pensez la fin de sortir dans sa nuit là, Michel Soukar? Depuis Haïtiens décident de sortir, n'a pas sorti. Qui ça nous pas fait qui fait nous arriver dans l'état ça? Écoutez bien le mot conscience, c'est ce qui nous manque aujourd'hui, les amis. Qui ça nous doit faire pour changer destin pays pour l'histoire pas juger? On peut prendre état de légitime défense parce que pas personne mon avec, c'est normal pour le défendre tête. Et c'est là où je vais vous dire qu'il nous faut rééditer le 18 novembre 1803. Et moi, peuple a décidé. Parlem de Haïti, un mouvement pour faire diaspora parler dans une seule voix, a invité une chita en grand monde responsable pour discuter honnêtement sur la situation pays et chercher une solution réelle. In order to deal with this, we're going to have to do three things. We're going to have to be resilient individuals, resilient citizens, and resilient leaders. Rendez-vous cassé, week-end 4 octobre là, dans Tampa, Florida, pour 2 jours rassemblement. Après workshop, conférence débat, performance artistique, manger, danser dans tête ensemble pour une belle Haïti. Conférencier, Dr. Flor Lindor La Tortue, professeur Michel Soukar, Dr. Jean Fils-Aimé et lieutenant général Russell Honoré. Modérateur Wendell Théodore. Activité à clôturer avec Bello dans un gala qui a servi repas à 3 plats. Week-end 4 octobre là. Rendez-vous c'est dans Tampa, Florida, dans l'hôtel Hilton Tampa Airport West Shore, 2225 North Louis Avenue. Pour plus d'informations, relez dans 813 327 96 38 ou sinon visitez palemdehaïti.com. Pas de cacher l'ombre là. C'est ou bon là ou bon pas là. Point. Les peuples noirs, ça c'est important ce que je vais vous dire là, les peuples noirs sont les seuls peuples qui acceptent que des étrangers considèrent leur spiritualité comme de l'idolâtrie. Les Occidentaux ont fait ça pendant quelque temps pour les Amérindiens, mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus se permettre de faire ça. Au contraire, ils présentent des excuses aux Amérindiens, si bien qu'il est de la mode aujourd'hui de voir une cérémonie d'investiture commencer par un rituel amérindien. Vous vous souvenez, il y a environ 5 ans, quand Justin Trudeau était investi comme Premier ministre du Canada, eh bien, la cérémonie a débuté par un rituel amérindien. Ils brûlaient leurs encens, ils utilisaient leurs plumes de dinde ou de quel autre oiseau encore. Pourquoi moi, comme Haïtien, quand il s'agit d'un rituel vaudou, je devrais avoir honte de cela? Voyons donc. Eh bien, nous continuons à fonctionner à l'intérieur d'un paradigme colonial qui nous force à rejeter tout ce que nous avons comme savoir et à considérer comme véritable science ce que l'ancien colon nous recommande comme savoir. Vous voulez savoir?
en quoi le vaudou peut être utile dans une Haïti développée en matière de sécurité, voyons. Pendant la colonie, vous savez, à quoi servaient entre autres les sociétés secrètes? Pensez au Makanda, au Bizango, au Champouel, au Blengendeng, les Obop, etc. Tous ces noms-là qui nous font peur aujourd'hui à cause de l'aliénation mentale, les sociétés secrètes servaient à recueillir des enseignements pour protéger la population de telle localité. C'est à cela que ça servait. Dans une Haïti où il n'y a plus d'armée, hélas, eh bien, les sociétés secrètes pourraient servir à sécuriser le pays. Je vous partage une deuxième petite anecdote qui m'est racontée par mon ami qui a écrit ce livre sur les sociétés secrètes. Vous savez, les Américains envoient toujours des Marines recueillir des informations sur certains pays moins avancés. Eh bien, c'est ainsi que des Marines sont entrés en Haïti il y a quelques années et se sont permis d'entrer dans ce pays lourdement armés et ils sont allés recueillir des informations de nuit. Il arrive que pendant que deux de ces Marines étaient sur une certaine rue, pendant des heures nocturnes, eh bien, des sociétés secrètes devaient passer sur ce même territoire à la même heure. Et laissez-moi vous le dire, avant même que les Marines aient eu le temps de dégainer, ils étaient environnés, cernés par les membres des sociétés secrètes et ils ont déclaré la paix. Est-ce que vous avez souvent vu des Américains lever les mains pour dire, écoutez, nous sommes ici dans des perspectives de paix? Non, parce que ces Marines ont été surpris par la rapidité de ces sociétés secrètes dont ils ne connaissent pas les techniques. Moi, j'accepte d'être, pour ainsi dire, une espèce de paratonnerre. J'accepte sans complexe de dire je ne suis pas vaudouisant, mais je suis vaudou. Dans le sens qu'en tant qu'haïtien, j'ai fait la paix avec la spiritualité de mes ancêtres. Et parce que je l'ai étudiée, cette spiritualité-là, je sais qu'elle peut être productrice de savoir, qu'elle peut être utile, n'est-ce pas, dans la perspective d'une Haïti développée. On pourrait récapituler. Vous dites, à quoi le vaudou peut être utile dans la perspective d'une Haïti développée? Eh bien, elle peut être utile en matière de production de savoir pharmaceutique. Nous avons une pharmacopée que les Oungans, que les Mambo, n'est-ce pas, connaissent, et si on les intégrait dans un plan de développement, si vous voulez, holistique, qui respecte la vision du monde de l'haïtien, ce que les Allemands appellent la Weltanschauung de l'haïtien, eh bien, cette connaissance-là serait mise au service des autres et on pourrait mieux, pour ainsi dire, la contrôler. Le vaudou peut être utile dans la perspective d'une Haïti développée en ce que le vaudou détient, n'est-ce pas, des techniques pour entrer en contact avec des univers beaucoup plus avancés qui, eux, pourraient nous apprendre des choses. Le vaudou peut être utile dans la perspective d'une Haïti développée en ce que ces fameuses sociétés mystiques-là peuvent aider de manière critique dans la sécurisation de ce territoire. Maintenant, je voudrais vous poser une question. S'il n'y avait pas quelque chose dans ce pays, s'il n'y avait pas quelque chose dans ce peuple-là, pourquoi les Occidentaux s'en prennent tellement à nous? Vous savez, à chaque fois qu'on veut faire une expérience, on veut la faire en Haïti. Vous savez, s'il y a un peuple, n'est-ce pas, qu'on veut dénigrer sur la scène internationale, s'il y a un pays duquel on dit du mal, c'est effectivement de ce pays. Pourquoi s'acharnerait tant-on contre ce pays s'il ne détenait des secrets que l'on envie? Vous savez ce que ma grand-mère me disait, et c'est avec ça que j'aimerais terminer l'émission d'aujourd'hui. Bien sûr qu'il y aura des suites dans les semaines à venir. Ma grand-mère me disait, c'est toujours la personne qui est derrière qui lance des pierres sur l'autre. Je reprends. C'est toujours la personne qui est derrière qui lance des pierres sur l'autre. Si on n'avait pas quelque chose que les Occidentaux veulent ardemment, pourquoi s'acharnerait-on à présenter Haïti comme étant le pays le plus pauvre, mais le peuple haïtien comme étant un peuple désolé? Pourtant, tous les peuples occidentaux plantent leurs mains
dans les ressources haïtiennes. Exemple, le Canada qu'on considère comme un pays angélique, détrompons-nous. Toute l'hémorragie des cerveaux haïtiens profite aujourd'hui au Canada. Une amie me racontait comment, en 2001 seulement, le Canada a émis 16 000 résidences pour des professionnels haïtiens qualifiés. Un petit pays qu'on dit pauvre, un petit pays qu'on aide, un petit pays dont l'avenir est incertain et handicapé. Le Canada n'hésite pas du tout à émettre 16 000 visas pour des professionnels qualifiés en 2001. Autant dire, les cerveaux des Haïtiens, les ressources intellectuelles et professionnelles que représentent les Haïtiens sont une manne pour les pays occidentaux. Si on n'avait pas quelque chose que les autres envient, pensez-vous qu'on s'arracherait ainsi les compétences haïtiennes? Hey, réveillons-nous. C'est pas pour rien que j'ai commencé par vous parler de cette fameuse poule d'Hitler. Dans cette parabole, Hitler a dominé cette poule par une seule chose, la peur. Cette poule a commencé par douter d'elle-même. Elle a fini par se croire incapable de faire quoi que ce soit sans le maître qui lui donne quelques grains de blé ou quelques grains de maïs. Eh bien, c'est exactement ce qu'on nous fait, nous les peuples anciennement colonisés. On nous enferme dans un paradigme colonial et désormais, il n'y a d'art que les arts européens, il n'y a de langues que les langues européennes, il n'y a de musique que la musique européenne, il n'y a de science, n'oubliez pas le mot épistémicide, il n'y a de science que de science approuvée par les Européens. Et moi je vous dis qu'il y a d'autres formes de savoir, qu'il y a d'autres formes de science que les Occidentaux ne connaissent pas. Et lorsqu'ils les auront découvertes, ces sciences-là, ils vous diront, mais non, c'est pas si mauvais que ça, c'est bon désormais, parce que eux les auront découvertes. Donc, l'appel que je vous lance aujourd'hui à mes compatriotes haïtiens ou aux peuples africains, c'est de vous ressaisir. Vous détenez un bagage expérimental, vous avez des traditions tellement riches. Plutôt que de cracher dessus pour embrasser les traditions des autres, saisissez ces traditions-là, valorisez-les et votre développement se fera à l'intérieur de ces paramètres-là. Merci de votre attention. À la semaine prochaine. 1804-2024, ça fait 220 l'année depuis ancêtres nous te prend l'indépendance. 220 ans crise sous crise, Haïti en dégrabat. En pile compatriotes perdu l'espoir, mais gen moun toujours. Qui ça nous pas fait qui fait arriver dans l'état ça? Qui ça nous doit faire pour changer destin pays pour l'histoire pas juger? Parler de Haïti, un mouvement pour faire diaspora, parler dans une seule voix, a invité une chita un grand monde responsable pour discuter honnêtement sur situation pays et chercher une solution réelle. Rendez-vous cassé, week-end 4 octobre là, dans Tampa, Florida, pour 2 jours rassemblement. Après workshop, conférence débat, performance artistique, manger, danser, dans tête ensemble pour une belle Haïti. Conférencier, Dr. Flor Lindor La Tortue, professeur Michel Soukar, Dr. Jean Fils-Aimé et lieutenant général Russell Honoré. Modérateur Wendell Théodore. Activité à clôturer avec Bello dans un gala qui a servi repas à 3 plats. Week-end 4 octobre. Rendez-vous c'est dans Tampa, Florida, dans l'hôtel Hilton Tampa Airport West Shore, 2225 North Louis Avenue. Pour plus d'informations, relez dans 813 327 96 38 ou sinon visitez palemdehaiti.com. Pas de cacher l'ombre là. C'est où mon là ou mon pas là. Point.